Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Leur soif de conquête n'a d'égal que leur violence. Où vont donc s'arrêter les narcotrafiquants de la DZ Mafia? Après avoir gangréné Marseille et semé la terreur dans plusieurs villes de France, voilà qu'ils étendent leur toile chez nos voisins, Belgique, Suisse, Italie. William Molinier, les pays frontaliers ne cachent pas leur inquiétude. À commencer par la Belgique qui s'inquiète de voir arriver sur son sol des narcotrafiquants marseillais. Cela pourrait relancer, relève un policier, une guerre des gangs avec la Mocro Mafia, une organisation mafieuse marocaine enquistée outre Kievrin. Le procureur de Marseille s'est d'ailleurs rendu fin septembre à Bruxelles où des connexions ont pu être établies. Plusieurs Marseillais se sont récemment installés dans la capitale belge pour se livrer au trafic de drogue et à l'inverse, une cinquantaine de Belges ont été interpellés dans des affaires de stupéfiants ces derniers mois dans le sud de la France. Des rapprochements qui inquiètent aussi les Suisses déjà touchés à la frontière française par le phénomène d'attaque de fourgons blindés. En Italie, des alliances entre les mafias locales et la DZ Mafia ont aussi pu être observées. Il y a 2 mois, la justice a démantelé un vaste réseau de blanchiment. Les narcotrafiquants marseillais échangeaient dans des fonderies italiennes de l'argent sale contre des lingots d'or. 55 kilos du précieux métal avaient alors été saisis lors d'une descente de police. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Trafic, drogue, terreur et fusillade partout où elle va, la DZ Mafia importe ses méthodes et sa violence. À Bruxelles, en Belgique, le quartier de Peter Bosz est devenu son nouveau terrain de jeu. Elle y assume sans ambiguïté ses liens avec la cité phocéenne. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier. Bœufs et cocaïne, avec une liste de tarifs. Voici ce qu'on peut lire sur un drapeau palestinien à l'entrée de ce hall d'immeuble. Un quartier gangréné par le trafic de drogue, avec de nouveaux dealers, comme l'explique Lucienne, une habitante. Des gens qu'on ne connaît pas, ils sont habillés tout en noir. Je pense qu'ils viennent du sud, quoi. De la France et qu'ils viennent ici en Belgique. Parce qu'ils ont dit la mafia marseillaise est ici. Et puis il y a ce numéro 13017, une sorte de code postal tagué à plusieurs endroits, comme si la cité phocéenne avait en fait un 17e arrondissement par extension, Peter Bosz, en Belgique. Les méthodes ultra-violentes marseillaises ont été importées. Ici, un pacte de balles multiples que montre Henri, un autre riverain. Ça, c'est une balle de Kalachnikov. Ici, près du haut-parleur, dans l'ascenseur, oui, dans le hall. Le monsieur serait donc décédé de 17 balles. 80 fusillades, 7 morts, 38 blessés à Bruxelles depuis le début de l'année, confirme Thierry Belin, secrétaire national du syndicat policier SNPS. En Belgique, ce n'est pas dans l'ordre des choses de tuer les gens comme ça sur la voie publique. Il y a la DZ Mafia marseillaise qui s'installe à Bruxelles qui prend le contrôle. Et vous avez aussi des jeunes Belges qui partent à Marseille pour se former, insiste-t-il. La capitale belge étant proche du port d'Anvers, un des principaux points d'entrée de la marchandise en Europe. À Bruxelles, Maximilien Carlier, Europe 1. Dans la Drôme, une femme tuée par balle, une autre très grièvement blessée alors qu'elles circulaient toutes deux en voiture samedi soir au nord de Valence. L'enquête montre des liens avec le grand banditisme et le narcotrafic. C'est une information Europe 1 selon Bruno Bartosetti, responsable du syndicat Unité pour la zone sud. Les 2 femmes seraient des victimes collatérales. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. Le port du voile islamique doit-il être interdit aux mineurs? C'est ce que préconise la droite sénatoriale. Dans un rapport publié la semaine dernière, elle préconise 17 mesures pour combattre le projet séparatiste à long terme. Mais qu'en dit le gouvernement? La question a été posée à 2 ministres de premier plan, Jacques Serret, et on assiste à un grand écart idéologique. Oui, entre Aurore Berger Allons-y, faisons-le. et Laurent Nunez, Attention aux mesures qui peuvent être stigmatisantes. 2 lignes s'opposent frontalement. La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes ne tergiverse pas. Sur le voilement des petites filles, et ça fait plusieurs années que je le propose, donc ce serait bien que maintenant on le fasse. J'ai même aucun doute sur le fait qu'il y a une majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat pour le voter. Et ça ne se fait pas dans une logique d'offense de je ne sais qui ou de stigmatisation. Ça se fait pour les protéger et notamment pour protéger nos enfants. Une mesure de protection qui n'est absolument pas du goût de celui censé incarner la sécurité, le ministre de l'Intérieur. Toute mesure qui serait décidée de manière générale me semble pas forcément très efficace. Il faut plutôt essayer de s'attaquer à ces individus qui disent à ces jeunes filles qu'elles doivent avoir le droit d'aller voiler à l'école et que sinon il faut refuser d'aller à l'école. C'est ces gens-là qu'il faut atteindre. Et deuxièmement, je pense qu'elle est très
stigmatisante vis-à-vis de nos compatriotes musulmans qui peuvent se sentir blessés. Ou comment l'autorité et la fermeté semblent avoir déserté la place Beauvau. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Le vrai danger pour le pays serait l'absence de budget. Les mots de Sébastien Lecornu ce matin dans une lettre aux entrepreneurs. Je sais déjà que celui-ci ne reflètera pas mes convictions, écrit le Premier ministre, tout en essayant de rassurer les patrons. Cette semaine, il va multiplier les entrevues pour tenter d'arracher un compromis sur le budget de la sécurité sociale. Texte qui revient demain à l'Assemblée dans sa version votée au Sénat, c'est-à-dire sans la suspension de la réforme des retraites. Une ligne rouge pour le Parti socialiste reçu aujourd'hui à Matignon avec les communistes. Demain, le Premier ministre s'entretiendra avec les écologistes et mercredi avec le Rassemblement national. Alors les retraites, justement, plus d'1 million de pensions sont versées à des retraités installés à l'étranger. Dont la plus grande partie, 335 000, en Algérie, devant le Portugal et l'Espagne. Des pensions qui doivent être versées jusqu'au décès du bénéficiaire. Or, sa mort n'est pas toujours déclarée et sa famille continue donc à percevoir sa retraite frauduleusement. Une escroquerie contre laquelle l'assurance retraite veut lutter plus efficacement, Barthélémy Philippe. Oui, l'assurance retraite a contrôlé un peu plus de 1500 pensionnés âgés de 88 ans et plus en Algérie. Résultat, 10% d'entre eux étaient décédés, mais leurs enfants ou des proches percevaient toujours la pension. Les retraités extra-européens ont pourtant l'obligation de fournir chaque année un certificat de vie tamponné par les autorités locales, mais les certificats de complaisance sont fréquents. En 2020 déjà, la Cour des comptes recensait de très nombreux pensionnés de plus de 115 ans, notamment en Algérie où l'espérance de vie atteignait à peine 75 ans, d'où l'importance d'une vigilance accrue. Les enquêteurs ont notamment testé un dispositif biométrique permettant à l'assuré de se filmer pour prouver qu'il est en vie, mais l'assurance retraite a finalement opté pour une stratégie locale. Des tiers de confiance, comme les banques, seront chargés de convoquer les pensionnés pour vérifier qu'ils sont bien vivants. L'enjeu est de taille. La France verse près de 6 milliards d'euros de pensions à ses retraités de l'étranger et les fraudes sont nombreuses. En 2023, l'assurance retraite estime avoir versé 76 millions d'euros de pensions indues. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. C'est le carton mondial au cinéma de la semaine écoulée. Le film Zootopie, 556 millions de dollars en moins d'une semaine. Un nouveau carton pour Disney. Et dire que tout a commencé avec une petite souris. Génial! Venez, nous allons... Vous l'avez reconnu évidemment, Mickey Mouse. Il a bientôt 100 ans. Né en 1928, la souris s'est d'abord illustrée au cinéma avant de connaître le succès en bande dessinée. C'est cette histoire qu'on peut redécouvrir en ce moment au couvent Sainte-Cécile de Grenoble, Sébastien Bordenave. 1 an avant la naissance de Mickey, c'est Oswald le lapin que crée Disney. Mais des problèmes juridiques obligent Walt à l'abandonner. Il imagine alors Mickey. 2 courts-métrages d'animation muets sont alors produits, mais jamais montrés au public. Puis, novembre 1928, c'est la sortie de Steamboat Willie avec Mickey. C'est le premier dessin animé sonore de l'histoire du cinéma. L'expo Mickey au couvent Sainte-Cécile de Grenoble présente 180 œuvres d'art, d'objets, jouets, storyboards dessinés au crayon à papier. Une exposition du fonds Glénat, qui réédite aujourd'hui les grands classiques de Mickey, mais aussi de nouvelles aventures. Jacques Glénat, fondateur de la maison d'édition, nous explique les contraintes. C'est pas toujours très simple parce que ce sont les gardiens du temple. Mickey ne rentre pas dans la maison de Minnie. Mickey ne connaît pas les armes, donc il faut qu'on respecte tous ces codes bien compréhensibles que défend la Walt Disney Company. Retrouver Mickey, c'est toujours une joie. On ne remerciera jamais assez Disney d'avoir accouché d'une souris. Sébastien Bordenave et le sens de la formule. Exposition à voir jusqu'au 18 avril. Merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journée.